Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. La 91.9 recevable sur le 3W sportfmtg.com. Excellentes conditions à toutes et à tous. Eh bien, le rendez-vous du jour parle du match Soudan-Togo. Première journée des éliminatoires du Mondial 2026 aux États-Unis. Canada et au Mexique, la délégation togolaise a rallié Benghazi ce mardi dans la soirée. Steven Lavon, le patron de la communication autour de la sélection nationale, va donner les dernières nouvelles relatives aux éperviers là-bas en terre libyenne. Et ce premier match contre le Soudan, ce sera ce jeudi, vous le savez. Et puis mardi, il y a un autre match, ce sera contre les Lions de la Teranga du Sénégal, ici à Lomé, à Kégué, des retrouvailles entre les deux sélections. On va en parler. Et l'homme, Yao, arbitre central, et l'assistant Pabi Assosimna, sanctionné pour insuffisance technique sur le match à Skouk Boulissou de la première journée de la D1 nationale de football. Un match sanctionné, vous souvenez-vous, par un score de 1 but partout. Ces arbitres sont sanctionnés pour une période d'1 mois, du 5 novembre au 5 décembre 2023. On va en parler. Dingue de Sport invite Latif Yorouma, Prosper Agbokou, Fifi Assogbavi est en place pour cette émission. La mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On va saluer nos invités. Fifi Assogbavi, bonjour. Bonjour Franck, bonjour Latif, je salue les auditrices et les auditeurs de Dingue de Sport. Latif Yorouma, merci d'être en studio. Merci Franck, bonjour à Fifi et bonjour à tous les auditeurs. Très bien, et commençons par parler de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026. Ce sera, souvenez-vous, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et le Togo s'est engagé pour cette première journée. Ça va être un match contre le Soudan. Le Soudan, ce jeudi à Benghazi, à Tripoli, voilà, en Libye, on va dire, comme ça. Alors, oui, déjà, on va commencer par écouter certains joueurs. On va donner la parole d'abord à Fabrice Kagba Taouli. Oui, c'est très important pour nous de débuter parce qu'on sait ce qui s'est passé pour l'autre éliminatoire. Les deux matchs qu'on avait manqués, c'est ça qui nous avait coûté cher à la fin de l'éliminatoire. Donc pour ces deux matchs, on doit bien les commencer pour éviter les erreurs, les calculs à la fin de... On connaît les deux grands clubs de Soudan qui sont la majorité de l'effectif actuellement. Donc c'est une bonne équipe qu'on doit prendre au sérieux. C'est une bonne équipe qu'on doit prendre au sérieux, oui. On sait que oui, le Soudan, oui, c'est un pays instable, oui, mais il joue au football. Il y a, on va dire, ce club que tout le monde connaît, par exemple, El Merreikh, où Abalo Dossé a d'ailleurs joué. Latif Yorouma, oui, ça s'annonce pour cette première journée parce que tout le monde veut gagner et surtout que cette équipe est entraînée par un ancien international ghanéen, Kwesi Appiah. Oui, vous savez, il y a plusieurs situations qui sont en faveur de cette équipe soudanaise. Vous savez, d'abord, elle est bien qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas le cas pour le Togo. Et puis, elle a choisi de nous amener en Libye. Voilà, en Libye, je pense que le Togo, la dernière fois que le Togo est passé par là, ça ne s'est pas bien passé. Et donc, il y a beaucoup de choses. Maintenant, la psychologie, psychologiquement, ils sont devant. Le Togo est en doute. Certes, on a gagné, le Togo a gagné, bien sûr, son dernier match des éliminatoires pour du beurre. Mais je me dis que l'équipe psychologiquement qui est là, c'est le Soudan, qualifié pour la CAN et donc qui se prépare au mieux pour la phase finale qui a lieu en janvier. Latif, si vous permettez, on va prendre la direction de Benghazi où se retrouve Steven Lavon. Vous le connaissez, c'est le patron de la communication autour de la sélection nationale. Steven, bonjour. Steven Lavon, bonjour, vous nous suivez? Steven Lavon, bonjour.
quelques petits problèmes à avoir, Steven Lavon. On va essayer de régler les choses pour voir un peu comment ça se passe. Oui, Latif, on vous retrouve en attendant. Oui, donc je disais que l'équipe soudanaise est mieux organisée, gonflée à bloc. On se prépare pour une phase finale, ce n'est pas forcément le cas pour le Togo. Et donc, doublement, la préparation est là. On se prépare pour la CAN, on se prépare pour une éventuelle qualification pour le mondial, alors que nous, on est en train de se refaire. On se refait. Je crois qu'il y a Steven qui a parlé dans mon parler, comme si on le dit. Voilà. Il ne faut pas regarder là. Voilà. Donc, pour dire que moi, je pense que le Soudan est dans cette situation. C'est mieux comme ça, parce que voilà, quand on prend historiquement, on dit c'est le Soudan, c'est le Togo, on a tendance à dire que le Togo est devant, le Togo part avec la faveur des pronostics, si on gagne le Soudan, si on fait ci, je pense que la situation est telle que le Togo va se remettre en cause pour se dire que voilà, sur les derniers résultats, le favori c'est le Soudan et on va se donner au double, voire au triple pour pouvoir faire un bon résultat. Très bien, on va essayer d'aller joindre encore une fois Steven Lavon depuis Benghazi. Steven, bonjour. Oui, bonjour à tout le studio. Très bien, nous sommes à la veille de ce match contre le Soudan. Que peut-on dire? On va dire que le groupe épervier est d'attaque. Le groupe épervier depuis 3 jours, on va dire, après un premier regroupement en Tunisie pour cette rencontre. Et donc, le groupe épervier attend juste cette rencontre-là face au Soudan demain pour pouvoir bien utiliser la Coupe du Monde et les décrocher une première victoire pour pouvoir bien entamer cette qualification-là de la meilleure des manières. Alors, est-ce que tout le groupe est complet? Alors oui, on va dire le groupe est complet. Là, actuellement, on a 22 joueurs. Il y a tout 22 joueurs pour disputer les matchs demain. Le 23e joueur qui devait être Philippe Aouti a finalement déclaré forfait. Il estime que en septembre, quand il était là, lui-même s'est créé, il n'a pas pu les récupérer. Donc, il avait peur que s'il était encore une fois à la peau, il va encore traîner les pas en Afrique avant de retrouver son club en Turquie. Du coup, il a déclaré forfait sur cette rencontre et le sélectionneur national a décidé de ne pas appeler de remplacement pour ce match contre le Soudan. Mais je crois que pour le match contre le Sénégal à Lomé, il y aura un 23e joueur qui va retrouver le groupe. Oui, vous êtes proche de cette sélection du Togo, mais dans les discussions, dans tout ce qui se dit, comment est-ce que cette équipe va pouvoir évoluer face aux crocodiles du Nil? Ce sera surtout dans ce 3-5-2 ou bien il y a d'autres choses qui se disent? Non, je pense que depuis quelques matchs déjà, le Togo essaie d'asseoir ce système-là, le 3-5-2 dont vous avez parlé. Et le sélectionneur a continué de travailler ce système-là avec ses hommes depuis le début de la semaine. C'est sur ce système ou bien dans ce système-là que Paulo Duarte a travaillé avec ses hommes. Et donc, je pense qu'on va évoluer encore une fois avec ce système-là maintenant au niveau des éléments ou bien au niveau des joueurs qui vont l'animer. On ne peut encore rien dire. Je ne peux encore rien dire aujourd'hui. On va voir lors du dernier entraînement ce soir. Et puis, on verra les joueurs qui sont appelés à disputer cette rencontre-là. Maintenant, en fonction de l'évolution du match, comme vous savez, il faut décider de revenir peut-être habituel ou bien avec lequel il avait commencé à entraîner cette équipe-là. Mais bien évidemment, ce sera encore une fois le 3-5-2. Le 3-5-2, l'un des postes qui pose problème aujourd'hui, c'est le poste de gardien de but. Vous avez une idée déjà sur celui qui va commencer ce match-là? Est-ce que c'est toujours Steve Melsan ou Kagbataouli ou encore? Vous l'avez dit que c'est un poste un peu problématique. Le coach doit être toujours encore en train de chercher. Mais c'est vraiment, si vous voulez, mon avis,
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un proche de l'équipe pense qu'on va continuer avec Steven Messi. C'est lui qui a fait le dernier match. On va être dans la continuité. Mais tout peut arriver. Je dis pas ça pour que demain, on va aligner un autre. Vous allez dire que Steven Lavon a menti. Non, je ne suis pas le coach, je ne sais pas du tout. Mais je pense que dans la continuité de ce qui a été fait ces derniers jours, va tenir son plus de gardien de but et puis on va continuer à commencer comme ça et on verra la rencontre. Très bien. Steven Lavon, merci de nous avoir donné ces détails, ces précisions. Beaucoup de courage à vous et à très bientôt. Merci beaucoup à vous tous et encore une fois, du courage pour le travail et on se retrouve. Très bien. À bientôt. Voilà. On a écouté Steven Lavon sur les derniers réglages à faire, le goal, les joueurs. Voilà. On sait qu'il y a un nouveau qui est venu dans le nid des éperviers. Vous aviez terminé, Latif, un tout petit peu? Oui. Bon, je parlais donc du Soudan. Le Soudan, j'ai le temps de me reprendre. Le Soudan était à la CAN 2022, c'est-à-dire CAN 2021, joué à la CAN 2022. Mais ils ne sont pas qualifiés pour la CAN 2023 qui va se jouer en 2024. Sauf que cette sélection est dans une dynamique en tout cas positive depuis en tout cas un moment avec un travail qui se fait. Vous avez parlé de Kwesi Appiah qui est de ce côté-là, mais le Togo est en doute. Sauf que dans la situation actuelle, beaucoup pensent que c'est le Togo qui est favori, mais quand on se met dans cette situation, souvent ça fausse les choses. Qu'on se dise que nous sommes quelque part en train de reprendre et mettre ça dans la tête des joueurs que d'ailleurs on joue en terre étrangère, même si sur cet aspect-là, le Togo également a la chance de jouer souvent des pays dont les stades ne sont pas homologués par la Confédération africaine de football. Si on psychologiquement on se met dans cette situation, je pense qu'on peut essayer de faire un résultat au niveau donc de Benghazi. Très bien, un nouveau venu dans le groupe épervier, on le dit. C'est un joueur qui est suivi depuis un moment, mais jamais il n'est arrivé. Cette fois-ci, c'est fait. Et on va écouter Khaled Naré. Le voyage a été un peu long parce que j'ai dû passer en famille en Allemagne avant d'arriver. Mais le plus important, c'est que je suis heureux d'être là. Je suis Khaled Naré, 29 ans, footballeur à Al-Khalij en Arabie Saoudite. Auparavant, j'ai joué en Allemagne et en Grèce. Je suis très heureux d'être là et de retrouver un ami comme Ilas Bebou que je connaissais déjà. Je suis impatient d'apprendre à connaître tous les autres joueurs aussi, tout comme le staff. Je suis tout simplement heureux d'être là. Et j'attends mon premier match. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la question, mais aujourd'hui pour moi c'est le passé. On ne va plus revenir sur ça. Je suis là maintenant. Je préfère qu'on parle du présent et bien évidemment de mon futur dans cette sélection. J'ai toujours suivi des matchs du Togo, même quand je n'avais pas encore décidé de venir avec l'équipe. J'ai toujours supporté l'équipe. Ensuite, j'ai eu à jouer avec plusieurs joueurs africains dans les clubs où je suis passé. Donc je sais un peu ce que ça peut être. Khaled Naré, le nouveau venu dans l'Uni des éperviers. Oui, Fifi Assogbavi, oui. Le Soudan avec des nouveaux, ou bien un nouveau qui est là. Khaled Naré, à quoi peut-on s'attendre demain sur ce match-là? Moi, je dirais qu'on attend du Togo un bon résultat. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, le Togo est sur une dynamique de 3 victoires d'affilée. On a fait quand même 2 matchs amicaux, on les a gagnés. On a battu le Cap-Vert à domicile en inscrivant quand même 3 buts à Lomé, ce qui, je me rappelle plus de la dernière fois où le Togo a inscrit 3 buts dans un seul match officiel. Donc pour nous, si nous sommes vraiment dans cette reconstruction-là, il faut que ça continue de cette manière. C'est faire un résultat face au Soudan et ne pas se laisser, ne pas mal démarrer cette campagne-là. Et ça peut passer par une victoire. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Si on l'a fait face à l'Eswatini à l'extérieur, on l'a fait, on a battu en amical avant le match contre le Cap-Vert, je me rappelle plus trop, on a quand même battu 2-0 à chaque fois et puis on a fait à Lomé. Je crois qu'on est capable de le faire aujourd'hui. L'entraîneur aujourd'hui n'a pas de raison, n'aura plus d'arguments
pour expliquer un autre résultat, une défaite aujourd'hui, parce qu'il a pris le temps. Si sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, nous n'avons pas réussi. Également sur les éliminatoires de la CAN 2023, nous n'avons pas réussi parce qu'il venait d'arriver, il venait de connaître son équipe. Il a maintenant une équipe type, je peux le dire, parce que quand vous prenez déjà l'équipe qui est en place, l'équipe qu'on a amenée là-bas à Benghazi, ce ne sont que les joueurs qu'il a convoqués régulièrement ces derniers mois. Et il n'y a qu'un seul nouveau, en réalité, c'est Khaled Naré, puisque Yao Anor est déjà passé par l'équipe du Togo. Donc, aujourd'hui, il doit avoir une équipe solide, une équipe en tête, une équipe joueuse pour démarrer ces éliminatoires-là. Donc, pour moi, je m'attends plus à un résultat face au Soudan et nous devons les accompagner pour ce résultat-là. Je ne sais pas s'il faut placer un mot par rapport à Khaled Naré qui est arrivé. C'est une bonne chose. Même si nous, on aurait préféré qu'il soit là il y a quelques années. Par exemple, il y a 5 ans, et quand Claude Leroy était là, il a été convoité, il a été approché. Dans un premier temps, il a donné son accord. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Il a décidé de réfléchir. Et des fois, on a l'impression que ces joueurs arrivent quand ils savent que, bon, de toutes les façons, ils ne peuvent plus aller ailleurs. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce détail-là. On aura peut-être le temps d'en parler après ces matchs. S'il a l'occasion de jouer, on verra ce qu'il va donner à l'équipe et on en parlera après. Mais il est là, il peut nous apporter parce que c'est un joueur polyvalent qui peut bien jouer en latéral, piston, en ailier, qui est capable, qui a montré partout où il est passé qu'il est un très bon joueur. Et j'espère que cet apport-là va être bénéfique à l'équipe du Togo demain face au Soudan. Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour Franck, bonjour. Tout va bien? Que voulez-vous? Par la grâce. On ne veut rien. Oui. Soudan-Togo, c'est ce jeudi. Oui. Bon, je pense que les uns les autres, mes devanciers ont je dirais tout simplement fait une analyse autour de cette rencontre et ont tiré simplement les meilleures conclusions par rapport à ce que ça devait être. Moi, je l'ai toujours dit, on est en période de reconstruction et il faut progresser. Quand on reconstruit, il faut progresser. Vous mettez la fondation. Petit à petit, on élève les murs et puis après, on arrive au chaînage, comme on le dit souvent. Et puis après, c'est les charpentes et la toiture. Donc, je pense que on devait être déjà à un niveau où on devait dépasser le chaînage parce que avec l'expérience comme Fifi vient de le dire, je crois que Douarté a une certaine connaissance donc des joueurs qu'il convoque. Si peut-être que c'est ça qui a expliqué le fait que la fédération, enfin le Togo lui a encore renouvelé son contrat pour rester dans la continuité, pour bâtir. Donc demain face au Soudan, il faut dire quand même que ces Soudanais, c'est des gens très athlétiques. Qui est favori? Oui, bon, moi je ne dirais pas que le Togo est favori en tant que tel, parce que quand on voit à peu près dans le cursus le parcours de ces équipes, le Soudan était une CAN plus récente que le Togo. Donc, ce qui veut dire tout simplement que on parle 50-50, mais on joue dans la zone du Soudan. N'oublions pas, même si c'est à Benghazi, c'est dans la chaleur, parce que quand vous arrivez au Soudan, à Khartoum, à Benghazi, tout ça là, le climat est pratiquement le même si la Libye est plus proche de la Méditerranée. Donc, je dirais tout simplement que pour moi, on est à 50-50. Maintenant, il va falloir que le Togo mette donc quelque chose de plus pour pouvoir y arriver. Et pour terminer, comme Fifi vient de le dire, Khaled Naré, moi, je crois quand même que nous devons dépasser un peu ces analyses
de caniveau. Hein. Un joueur peut arriver sans expérience. Le moment où peut-être on le cherchait, il viendra, il aura peut-être la vivacité, mais pas de l'expérience, et on serait plus peut-être déçu par rapport à sa présence. Maintenant qu'il est là, il est là, un joueur, il est là. Aujourd'hui, les Messi, les Ronaldo ont tapé pratiquement presque vers la quarantaine, et ils sont toujours mobiles, ils sont toujours là. Romao est toujours là. Donc, je pense qu'on peut compter tout simplement à donner confiance à ces joueurs-là pour qu'ils amènent donc le surplus, le supplément d'âme qu'il faut donc pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Justement, par rapport à Khaled Naré, Paulo Duarte en parle, et au même moment, des objectifs du Togo. C'est un joueur qui est toujours en forme, qui n'est pas blessé, normalement jamais. C'est une force. On a besoin toujours de meilleurs joueurs, et les meilleurs joueurs pour moi sont toujours bienvenus. Un grand challenge pour une nouvelle génération, un challenge de tout faire pour chercher et prendre la 4e victoire consécutive, et chercher un objectif qui est énorme, c'est la Coupe du Monde. Cette fois, la FIFA nous donne la opportunité à l'Afrique d'avoir 9 équipes, peut-être la 10e. Dans une poule avec tout le monde, mais 9 équipes, ça veut dire que 12e classifié, les 3 meilleurs 2e vont se qualifier, donc il faut gagner le maximum de matchs. On a 10 matchs, mais il faut penser tout le match pour gagner, que ce soit contre un adversaire difficile, que ce soit contre un adversaire facile, parce que parfois dans le football, le facile c'est le difficile, et le difficile c'est le facile, donc il n'y a pas d'adversaire facile. Mais c'est un challenge que chaque équipe nationale, et dans ce cas le Togo que je représente, arriver encore à une Coupe du Monde. Voilà Paulo Duarte, le sélectionneur des éperviers, qui veut gagner le maximum de matchs. Il dit de Khaled Naré que c'est un joueur très fort, qui ne se blesse jamais. On sait qu'il a déjà joué au Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Greuther Fürth. C'est un allié droit d'1,80 m. Il est bien bâti. Et à Hambourg également. À Hambourg, voilà. Donc c'est un joueur qui a du vécu, de l'expérience. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il est prêt à s'intégrer, à rentrer dans cette vie des éperviers qui n'est plus, on va dire, une vie facile depuis plusieurs années? Oui, c'est la question. C'est la question. Vous savez, c'est parce que nous-mêmes, on ne fait rien, on n'est pas reçus. Et donc, voilà, on n'a pas, j'ai bien envie de dire, de joueurs. Et on est amené à prendre, voilà, je ne vais pas dire tout le monde, mais il y a des situations, parce que vous avez cité des noms. Lui-même, il a dit, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué en Grèce. Au moment où je jouais en Grèce, en Allemagne, moi, je vais le dire, il n'avait pas répondu au Togo. Aujourd'hui, je joue en Arabie Saoudite. C'est le crépuscule. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Maintenant, est-ce qu'on a mieux? C'est là la question. On n'a pas mieux, on est obligé. Mais moi, là où ça m'intrigue, c'est de... Non, on navigue à vue parce qu'on n'a pas d'objectif clair. L'autorité même n'a pas d'objectif clair. On signe un entraîneur, on dit Coupe du Monde ou campagne honorable. Ça suppose que l'objectif n'est pas clair. C'est quoi campagne honorable? On veut gagner, on veut aller à la Coupe du Monde. Qu'on le dise clairement, oui. Mais quand on dit, bon, OK, Coupe du Monde ou bien campagne honorable, aujourd'hui, ça amène l'entraîneur également à aller, voilà, dans tous les sens, parce que, bon, lui aussi, il veut, je serai le premier si le Togo se qualifie pour la Coupe du Monde. Mais je me dis, à un moment donné, soyons conséquents envers nous-mêmes. C'est parce qu'on n'est pas véritablement organisé. On ne dit pas clairement les choses, on se cache derrière. Voilà, on n'a qu'à clairement dire, si on veut aller à la Coupe du Monde, qu'on dit ça clairement. On dit ça, on fait une conférence de presse ou bien on fait un communiqué de presse qu'on balance. Le gouvernement dit, ou bien le ministère dit, ou bien la fédération dit, mais quand on se cache, c'est l'entraîneur qui le dit. La fédération ne dit rien, le ministère ne dit rien. Moi, je dis, à un moment donné, ce n'est pas trop bien par rapport à la façon dont nous travaillons au niveau des éperviers du Togo. Très bien, le match a lieu demain contre le Soudan, là-bas en Libye, à Benghazi. Voilà, avant le match très attendu, 5 jours plus tard, ce sera contre le Sénégal, ici à Lomé. Voilà, au stade de Kégué. Voilà, les retrouvailles entre les deux sélections. Fifia Sogbavi, où en est-on? Ça se prépare? Oui, ça se prépare. Hein. Je crois que j'étais déjà là ici. J'étais là le lundi dernier, on en a parlé.
et que ça se prépare. Et au niveau de l'organisation de cette rencontre, nous avons déjà les prix des tickets, 1000 francs, 3000, 5000, 20 000 et puis 30 000, je crois. Et voilà, ce sont des prix. Et que les tickets, à partir de vendredi, les gens pourront déjà avoir les tickets pour se préparer pour cette rencontre. Parce qu'il y a des gens qui nous interpellent, qui nous disent le jour du match, nous venons pour prendre les tickets. Et on voit que d'autres personnes revendent des tickets, le ticket de 1000 francs, par exemple, à 1500, le ticket de 3000, par exemple, à 3500, qu'ils ne voudraient pas. Donc, nous voulons exhorter les supporters des éperviers à déjà se rendre au lieu de vente et prendre des tickets dès vendredi, samedi, dimanche, même lundi, avoir son ticket qui sera un bracelet et pour pouvoir les utiliser le jour du match. Les tickets seront déjà en vente ici même à Radio Sport FM, au siège de Sergio Sport et à Nikonakwe. Et puis, je vais rapidement donner les lieux de vente de ces tickets-là. Siège de Péfan, à Gouaya, Sergio Sport, la boutique, au niveau de la Fédération togolaise de football, au niveau de Sport FM ici même, et à New World TV, vous pouvez retrouver les tickets au stade de la JCA, à Goué, à Radio Carré Jeune, c'est à Dido Gomé, et à Radio Taxi FM, à Agbalépé Dogan, et puis au siège de DPFAN à Agoué et des Makwe. Donc voilà les lieux de vente des tickets, nous le répétons. Vendredi à partir de quelle heure déjà? Vendredi à partir de... Je n'ai pas l'heure. Bon, de toute façon, on va donner l'heure avant de partir. Ouais. Et donc, c'est déjà à partir de vendredi. Moi, je suggérais dans l'après-midi déjà aux gens de commencer à chercher ces tickets-là. Et on avait déjà annoncé également que pour cette rencontre, ce sont des bracelets que nous aurons. Et voilà, et que ce serait important que chacun l'ait. Quand tu achètes ton ticket, tu viens, tu le mets à la main avant de rentrer et dans le stade. Tout sera vérifié pour éviter encore de l'embouteillage à l'entrée du stade. Oui, sur le match proprement dit, on va dire que c'est des retrouvailles. Lors des dernières éliminatoires de Qatar 2022, il y avait 2 matchs entre ces 2 sélections, 2-0 là-bas à Dakar et puis un partout ici à Lomé entre les 2 sélections. Il y a quelque chose qui a pu changer par rapport surtout au Togo. Bon, le Sénégal là a gagné le titre de champion. Le titre de champion et le Sénégal, pour être sincère, n'est plus cette nation qui fait entièrement peur. C'est vrai, le Sénégal fait peur, mais ne fait pas aussi trop peur, hein, comme il y a 2 ans. Aujourd'hui, les grands joueurs du Sénégal se retrouvent dans le championnat de l'Arabie Saoudite. Hein, et donc, on se dit... Ça leur enlève quelque chose? Oui. Non, écoutez... Sur le plan performance, voulez-vous dire? Oui, jouer en Arabie Saoudite, ce n'est pas la même chose que jouer en Europe, ça c'est clair. Et donc, on se dit que ça redistribue les cartes, sachant véritablement que le Sénégal, certes, est favori, hein, dans tous les sens. Mais quand on remet en scène l'histoire des confrontations, souvent le Sénégal a du mal contre le Togo. Ils battent le Togo, oui, mais le Togo aussi a quand même des résultats auxquels il peut s'accrocher. Hein. Souvenez-vous du 11 national des Akpalo Niavor. Ouais. C'est avec le Sénégal, le Togo, regardez, yeux dans les yeux. Ouais. Rappelez-vous le Togo, les éperviers de Sénéa Junior, les éperviers d'Emmanuel Adébáchi et autres. Je dis, le Sénégal, la dernière fois, à Lomé. Même la dernière fois, à Lomé, ici, n'eût été ce relâchement de dernière minute, le Togo battait le Sénégal. Donc, moi, je me dis, écoutez, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Maintenant, il faut d'abord bien commencer. C'est ce qui est important. Parce que souvent, on commence mal. Très mal d'ailleurs nos compétitions. Et vous avez vu, on a mal commencé le match contre le Cap-Vert. Heureusement qu'on s'est repris, on a pris 2 buts comme ça. Et donc face au Soudan, il faut bien commencer.
Imaginez le Togo qui gagne le Soudan. Je pense qu'il y aura véritablement un match ici. Et quand le Togo fera un bon résultat, le public forcément ira au stade de Kégué. Et donc, il va falloir véritablement... C'est vrai, la campagne est longue. Hein. Quand le Togo se qualifiait pour le Mondial 2006, le Togo a perdu son premier match, souvenez-vous. Mais je ne dis pas que pour être au Mexique, aux États-Unis et au Canada, il faut aussi perdre le premier match contre le Soudan. Je ne le dis pas. Il faut bien commencer. Quand on commence bien, je pense qu'on a les chances de pouvoir aller au-delà de tout, refaire une équipe, se qualifier ou même ne pas se qualifier, mais refaire une équipe parce que les échéances de la CAN sont également devant. Oui, Prosper, vous, Togo-Sénégal, ce sera mardi, hein, on va dire, dans moins d'une semaine ici à Lomé. Oui, ça draine des passions déjà. Surtout quand on se remémore un peu ce match en 2004 où les éperviers étaient flambants devant cette équipe du Sénégal. On se rappelle des gestes, je dirais, fantastiques d'Agassa Kossi qui avait tout arrêté, même un penalty à l'époque. Et on se rappelle des Sénaya, des Adebayor, sans oublier bien sûr Aziaoun Kaka, un joueur qu'on oublie souvent, dont on ne parle pas souvent, mais qui a été un véritable métronome au milieu du terrain. On se rappelle donc de tous ces joueurs-là, on ne peut pas finir de les citer. On se dit quand même que ces garçons d'aujourd'hui peuvent s'inspirer donc de cela pour pouvoir mener cette équipe du Sénégal ici. C'est vrai que les grands noms sont là, mais j'ai l'impression, je dis tout simplement que même si les joueurs sénégalais jouent aujourd'hui en Arabie Saoudite, pour moi, ils restent toujours de très grands joueurs parce qu'ils ont l'expérience des grandes compétitions. Ils sont un cran au-dessus des Togolais. Toujours, oui. Le Sénégal part avec la faveur des pronostics. C'était cela en 2004, mais après, c'est le Togo qui a gagné. Donc, je crois que indubitablement, un champion d'Afrique qui a été à la Coupe du Monde, qui a fait un certain qui rafle pratiquement, dont les sélections raflent pratiquement tout sur le continent, ne peut pas se mettre, se dévaloriser face à l'équipe du Togo qui, pour l'instant, reste toujours dans les c'est sur le papier, mais sur le terrain, tout est possible. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que c'est une grande rencontre et il faut exhorter le public vraiment à se déplacer au stade de Kégué pour pouvoir apporter son soutien indéfectible à cette équipe du Togo. Oui, et comment entrevoyez-vous déjà ce match, Fifi ? Le match face au Sénégal, oui. Moi, je m'attends à un grand match, un match difficile pour toutes les deux sélections parce que Aliou Cissé même disait dans une interview, ce n'est pas pour nous flatter. Il a dit qu'il pense que ce match sera difficile parce qu'il se rappelle du dernier match livré ici à Lomé où il était venu en conquérant et il était pratiquement sûr de gagner ce match-là et ça a été compliqué pour lui. Donc là, il se prépare vraiment pour cette rencontre-là. Et si le Togo, comme on a dit, j'ai aimé quelque chose que Prosper a dit tout à l'heure, c'est qu'en reconstruisant, il faut progresser dans la reconstruction. Et nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on sente que le Togo est en train de progresser dans cette reconstruction-là et qu'on est capable aussi de faire face à ces matchs-là, à ces adversaires. Le sent une certaine progression. Oui, je sens une certaine progression depuis quelques matchs de ces éliminatoires-là. On a vu comment le Togo a commencé ces éliminatoires. On a vu le Togo sur les deux rencontres face au Burkina Faso. Le Burkina Faso, ce n'est pas une petite nation de football. Et sur les deux rencontres face au Burkina Faso... Contre les Swatini et puis le Cap-Vert, les deux derniers matchs. Ce sont des victoires. Et face au Burkina, c'est une défaite en déplacement, un match nul à domicile. Mais on a vu dans la production du jeu qu'il y a de l'amélioration. Et sur les deux derniers matchs, on a vu carrément le Togo gagner. Donc, il y a quand même une petite progression. Et il faut qu'on ressente que vraiment, il y a une progression en ce début de ces éliminatoires-là. Et ce sera face également au Sénégal, à domicile, où le public est attendu. Le public, c'est sûr, fera le déplacement pour venir voir ce match-là. Et il va falloir montrer au public que le Togo est en train de vraiment progresser. Je pense réellement que si les joueurs sont déterminés, le staff fait bien son travail, le public est là et les responsables aussi sont là, cette équipe du Togo peut déranger cette équipe du Sénégal. Pourquoi pas? La dernière fois, c'était un partout. Le Togo menait dans les derniers instants.
Il a fallu une mauvaise appréciation du goal pour que, oui, l'égalisation vienne dans le camp des Sénégalais. De toutes les façons, c'est des retrouvailles. On sait que le Togo et le Sénégal, c'est toujours très serré. Quand on se souvient de ce match mémorable à Dakar ce jour-là, avec ce but de la victoire de Emmanuel Adebayor. C'était de partout. De partout. Je parlais du match d'ici 3-1 avec un doublé de Senaya, du jeune Senaya qu'on découvrait d'ailleurs. Oui, c'était vraiment un match référence des éperviers du Togo sur l'organisation. Il semble que les portes nord, c'est ça? Les portes nord, oui. Vont être côté ouvertes. Nord, oui, toutes les portes seront ouvertes à partir de midi. Et voilà, donc toutes les portes seront ouvertes pour permettre à ceux qui, les derniers supporters à prendre des billets puissent arriver à partir de midi pour prendre les billets. Et comme je le dis, comme cette fois-ci toutes les portes seront ouvertes, il faut arriver très tôt si vous savez que vous n'avez pas encore les billets. Ne pas attendre jusqu'à 14h, 15h, à quelques minutes du début du match pour venir chercher les billets et pour pouvoir s'asseoir également confortablement et sur cette rencontre-là. Très bien, vous aurez à gagner des gadgets forcément dès l'émission de vendredi, samedi, ici à Sport FM et même lundi pour vous permettre d'être dans l'ambiance de ce match contre le Sénégal. De l'avant, mouiller le maillot, c'est juste mardi ici à Lomé, mais on va penser d'abord à ce match de demain, Soudan-Togo, à Benghazi, en Libye. Et on revient ici pour parler un peu du championnat avec deux arbitres, ou bien un arbitre et son assistant sanctionnés pour insuffisance technique. C'était lors de la première journée de la D1 sur ce match entre Asko et Gboulessou. Score à l'arrivée, 1 but partout. Latif Yorouma, oui, c'est bien de commencer parce que ça parle déjà autour des arbitres. Oui, je pense qu'il faut commencer à faire le ménage. C'est vrai, il y a sur certaines situations, c'est des erreurs, mais quand une erreur influe directement sur le résultat d'un match, je pense qu'il faut sanctionner. Maintenant, sur certaines situations, vous sentez que ce ne sont pas des erreurs, c'est des choix délibérés. Oui, c'est des fois des choix. Et quand c'est des choix délibérés, c'est ça qui fait mal. Et je pense que le département doit scruter véritablement des situations. J'estime que ce que nous sommes en train de voir, ce sont des erreurs. Mais parce que ces erreurs ont influé directement sur les résultats, il faut sanctionner. On dit 1 mois, ou ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. Mais quand c'est avéré que l'arbitre a délibérément choisi de faire le résultat d'un match, mais écoutez, il faut mettre ces arbitres de côté. Ça, c'est clair, parce que ça, c'est un danger pour la société, en réalité. Et les présidents saignent, les joueurs et tout, et quand c'est comme ça. Moi, j'ai suivi le match de Kara. Je l'ai suivi. Le match sur lequel il y a, en tout cas, cette situation, je l'ai suivi. Sur le penalty, l'arbitre a apprécié. Souvenez-vous que quand j'étais de retour à la rédaction, je vous ai dit que si moi, Latif, j'étais arbitre, 1000 fois, je ne sifflerais pas penalty sur cette occasion. Parce que c'était trop léger pour que ça puisse donner droit à un penalty. Le football est un jeu de contact. Ce n'est pas parce qu'il y a eu contact entre deux joueurs qu'automatiquement c'est une faute. Et donc, l'arbitre a apprécié. Mais quand la vidéo a été scrutée, ce n'était pas un penalty. Et je dirais heureusement, j'avais raison parce que moi j'ai vu que il n'y avait pas de complicité entre l'arbitre central et puis son assistant. Ouais. Et maintenant, dans les secondes qui ont suivi, Asko a marqué un deuxième but. Parce que le penalty, c'était contre Gboulessou pour Asko. Mais dans la minute ou bien dans les secondes qui ont suivi, Asko égalisait et Asko a marqué un deuxième but. Sur le coup, le premier assistant a levé son fanion, il a signalé une position irrégulière. Il voulait réparer le... Je ne sais pas trop. Et parce que de moi, ma position, je ne pourrais jamais juger si c'était un hors-jeu ou pas. Le jour-là, il y avait un supporter d'Asko qui a célébré le but jusqu'à la fin, croyant que Asko a gagné le match. Alors qu'entre-temps, le premier assistant a annulé le but. Parce que voilà. Donc, quand ça a été scruté, et là également, il y avait une mauvaise appréciation. Il n'y avait rien sur ça. C'était un but clair. Le but d'Asko était valable, mais ça a été. Donc, moi, je dis,
quand c'est des erreurs, mais qui influent directement, il faut sanctionner ce que l'arbitre est en train de faire, le département, la fédération est en train de faire. C'est mieux. Ça atténue la colère souvent du club qui a été victime. Du club qui a été victime. Voilà, donc la commission des arbitres, de par son département, a sanctionné. Ils sont sanctionnés sur une période d'1 mois, du 5 novembre au 5 décembre. C'est comme ça qu'il faut faire les choses pour leur dire, messieurs, nous vous avons à l'œil. Justement, il faut, à un moment donné, je crois qu'on l'a toujours dit, il faut sanctionner les arbitres. Une saison, on disait non, entre eux-mêmes, au niveau de la commission, ils savent comment ils font pour sanctionner les arbitres, qu'on n'a pas besoin d'informer le public. Je me rappelle que cela a été dit une fois, mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut sanctionner les arbitres et puis il faut, parce que même au niveau des instances internationales, on sanctionne les arbitres et nous sommes au courant. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'après 4 journées de championnat, il y a trop de critiques à l'endroit des arbitres. Il faut le reconnaître. Quand vous suivez certains matchs, vous avez l'impression que l'arbitre a décidé, comme l'a dit tout à l'heure Latif, volontairement de donner soit une faute, soit un penalty à une équipe et on ne comprend plus rien. Et j'espère qu'ils ont commencé comme ça. Ça va être comme ça pour tous les arbitres. Parce que des fois, on a l'impression que certains arbitres sont un peu plus protégés que d'autres. Mais s'ils ont commencé à sanctionner, ce qui est une bonne chose, sur 1 mois, déjà le fait de sanctionner, c'est une bonne chose. Maintenant, après la périodicité ou bien le temps donné, le temps de sanction, on peut encore voir ça. Et j'espère que, comme je le dis, que ce sera ainsi pour tous les arbitres, qu'on soit protégé ou pas. Quand on commet des fautes, il faut être sanctionné pour que prochainement, on ne retombe pas dans les mêmes travers. Oui, il y a d'autres situations qui font parler. Prosper, par exemple, le but de l'entente 2 face à Asco la dernière fois. Asco revient souvent. Hein. Voilà, oui. Et puis, le penalty de l'ASK face à la Barracuda. Beaucoup en parlent aussi, que oui, il faut vraiment aller suivre ce qui s'est passé et sanctionner aussi là. Oui, je pense que si sur le penalty face à ces Barracuda, on peut émettre le doute, parce que le doute, souvent, c'est l'arbitre qui, quand il a le doute, c'est lui qui décide. Quand il y a le doute, il ne faut pas prendre de sanctions. Voilà, on prend de sanctions. On ne prend pas de sanctions. Maintenant, si un arbitre qui va directement et qui donne le verdict, c'est dire qu'il n'a pas douté, il n'est pas dans le doute. C'était le cas face à la Barracuda. Maintenant, tout ce qu'on peut dire autour, ça revient donc à scruter les vidéos. Eh bien, vous parlez tout de suite du but de l'entente 2. Je crois que la vidéo, là, elle est très claire. On ne peut être contre qui que ce soit parce que nous sommes dans le football et il y a des règles qui le régissent. Lorsqu'on joue un coup franc et que rapidement dans la défense, il n'y a pas eu d'attention et qu'on marque un but au moment où un joueur, celui même qui lève la main, est même à côté du poteau, et de là, il ne défend pas et il demande à l'arbitre qui a un hors-jeu. Et l'arbitre qui siffle un hors-jeu. Et sans douter, je dis quelque part, nous avons le droit de protéger les arbitres parce que c'est un travail très difficile. Mais la noblesse du travail même voudrait qu'on soit, comme on appelle, qu'on dise la vérité sur les faits. Quand vous voyez une action comme ça, je ne pense pas que l'arbitre puisse lui-même, il doit douter carrément parce qu'il y a le joueur qui a levé la main. Raison de refuser un tel but. Est-ce qu'il y a un doute même là-bas? Il n'y a pas de doute, c'est clair, c'était clair. Il y a rien là-bas. Et après... Et puis ça a influencé sur le résultat. Voilà, c'est ça le problème. Lorsque ça vient comme ça, si l'équipe victime menait par exemple par 3-1, à peu près 3-0 par exemple, bien, avec de l'avance, et que cela arrive, dirait bon, maintenant que ce but-là vient même ternir, et ça ne nous donne même pas les clubs qui sont, comme on appelle, avantagés par rapport à cela. Donc nous, on ne dit pas que Asco a été avantagé, mais l'arbitrage, sur ce fait-là, je crois quand même que la commission des arbitres doit revoir, le département également doit donc revoir les choses pour mettre les arbitres vraiment en lien
manière pour que ces erreurs-là ne se répètent pas. Et ça, vous allez voir que ça commence par faire des disputes et ça se rejaillit même sur d'autres rencontres. Lorsque les joueurs, l'encadrement technique, le staff parlent de tout ça là, ça n'honore pas donc notre arbitrage. Oui, Latif, avez-vous vu les images aussi? Oui, j'ai vu les images. Y a-t-il hors-jeu? J'ai encore les images ici. Y a-t-il hors-jeu? Non, on n'a pas besoin d'aller au cours d'arbitrage pour savoir qu'il y avait rien. Moi, je dis, il y a beaucoup de contestations. Hein. Beaucoup de contestations. Maintenant, comme je le dis, alors, c'est vrai, l'erreur fait partie quand même de l'homme. Maintenant, c'est aux arbitres. Ça revient au département et à la commission. Moi, je dis, on sait reconnaître une erreur. Mais des fois, sincèrement, quand ce n'est pas une erreur, il faut frapper. Même les sanctions, des fois, il faut que des sanctions soient choses. Parce que quand des fois, on dit 1 mois. C'est déjà un début. Un mois. C'est encouragé. Qu'est-ce qui prouve que dans le mois, là, il y aura des matchs? Il y aura des matchs. D'ailleurs, ce week-end qui vient, il n'y a pas de... Non, mais il y a coupe quand même. Peut-être qu'il aurait pu siffler. Il faut des sanctions lourdes pour ces genres de fautes. Maintenant, pour certaines situations, franchement, il faut aller maintenant. Moi, je le dis, je le répète, on n'a rien contre les arbitres. Les erreurs, ça ne va pas manquer. Parce que si la commission aussi, ou bien le département veut sanctionner toutes les erreurs, finalement, la fédération même va siffler son championnat. Parce que voilà, tous les arbitres seront sanctionnés. Et puis, donc, voilà pourquoi je dis, il faut vraiment scruter les erreurs qui sortent. Frappables. C'est-à-dire, franchement, par exemple, sur le cas Asco en temps 2, c'est pas possible. Ça là, écoutez, on n'a pas besoin de... Ça, c'est pas une erreur, c'est une faute. C'est une faute, elle est grave. Et ça donne la défaite à l'entente 2. Imaginez si l'entente 2 marquait ce but. Vous êtes sûr que Asco même devrait revenir. Maintenant, c'est l'entente 2 qui perd le match. C'est-à-dire, on leur refuse un but et puis à la dernière minute, ils encaissent un but. Ça fait mal. Et ces arbitres-là, si on ne les sanctionne pas, on les expose. Parce que cet arbitre ou cet arbitre peut peut-être aller à Nikonakwe, Kodjofi Akope, à Djololo. On va dire, voilà, c'est elle, ça. C'est lui. Ou bien c'est lui. Vous voyez un peu. Donc, en sanctionnant, au moins, ça apaise un tout petit peu la colère des clubs, quoi. Voilà. On aura fait le tour, mais souvenez-vous, demain, le Togo joue contre le Soudan, là-bas, en Libye, à Benghazi, pour être plus précis. Et puis, mardi, ici à Lomé, c'est un jour ouvrable. Peut-être que le gouvernement va faire une surprise, qui sait, ce jour-là, peut-être une demi-journée pour ou bien terminer le travail à midi, pour que les gens puissent aller. Que je vous devance pour dire qu'il n'y aura rien. Il y aura rien. Ça a été fait une fois. Si c'était un temps où... Quand les éperviers honoraient le pays. Oui, mais peut-être qu'on va le faire pour qu'ils honorent le pays. En tout cas, nous sommes au Togo. Tout peut arriver. Bien. Voilà, merci Latif Yoroma d'être passé. Merci Prosper. Merci Fifi. Théo Javon. Allez, à bientôt.